merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Que sont devenues les promesses gouvernementales de désenclavement des bassins agricoles? Partir du Mungo pour le sud-ouest est un véritable calvaire. La dégradation de la route s'est aggravée, notamment sur l'axe Loum-Kumba-Mundemba. Là-bas, sur cette route nationale numéro 16, en piteux état, le prix du transport a été multiplié par 5. Au grand désarroi des populations, l'écoulement des produits agricoles en a pris un sérieux coup. Elles vivent un véritable calvaire. Nos reporters également s'y sont rendus. Voici le constat que font Jacquino Molon, Carlos Minoué et Donald Brice Kamgan. Ne vous méprenez pas, vous n'êtes pas sur une piste champêtre, mais bien sur route nationale. Bienvenue sur la route nationale numéro 16. Elle va de Loum dans le littoral à Mundemba dans le sud-ouest. N'approchez que si vous êtes armé de bottes et d'une solide motocyclette. Même là encore, les chaînes peuvent vous lâcher au milieu de ces bourbiers géants. Les véhicules qui s'aventurent ici apprennent à leurs dépens qu'ils ont violé une règle, celle qui consacre l'exclusivité des motos. Le tronçon Loum-Kumba, 35 km, autrefois 1000 francs, coûte aujourd'hui aux voyageurs 5 à 6 000 francs CFA pour 4 heures de route. Il est difficile pour nous de nourrir nos enfants dans cette situation. Donc nous souhaitons que le gouvernement arrange cette route pour que nous transportions tranquillement nos passagers. Est-ce que nous ne sommes pas des Camerounais? Depuis 10 ans, nous souffrons avec cette route. Cet enclavement, c'est aussi l'étouffement du fort potentiel agricole du sud-ouest, riche en produits de rente et vivriers de toutes sortes. Comment vous voulez qu'un Cameroun comme ça, qu'on a confisqué tout, ça ne reste qu'à Yaoundé, vous dites comment est-ce comment? Le chef de l'État nous a dit que quand Yaoundé est bien, ça veut dire que tout le Cameroun se porte bien. Mais vous voyez ici comment on vit. Moment, vous avez vu comment il y a les bourbiers partout. Et on a essayé de mettre même les cailloux là. Nous qui essayons d'arranger notre route avec le community walk ici au village. Et on est en train de demander l'État de nous sécuriser un peu, de nous donner un peu de coup de main. Pour rejoindre les villes de Kumba, Tombel et Konotiti entre autres, venant du nord-ouest ou de l'ouest, les usagers en véhicule sont contraints de multiplier par 5 le trajet en passant par Douala à raison de l'état de ce tronçon. La nationale numéro 16 porte pourtant une charge historique avec la présence du fleuve Mungo, un symbole de la réunification. Parlant des femmes, vous le savez, la question de l'avortement est encore tabou au Cameroun. Pourtant, de nombreuses jeunes femmes ayant contracté une grossesse indésirée cherchent en toute clandestinité à y mettre un terme. Certaines d'entre elles font confiance à des mains expertes des professionnels de la santé. Cependant, il s'agit des personnes véreuses qui ont donné des prescriptions médicales dangereuses ayant provoqué la mort de plusieurs jeunes femmes enceintes. Le drame s'est produit à Yaoundé, là où, dans ce drame, les principaux suspects sont des médecins et des étudiants en médecine. Après une alerte lancée par un journaliste, les suspects ont été arrêtés. L'enquête d'Equinox Télévision fait des révélations troublantes. C'est une enquête signée Rodin Gassi et Marcelin Gransop. D'apparence sereine, Polycarpe Atangana est pourtant préoccupé. Le journaliste, spécialiste des droits de l'homme, vient de mettre à nu un réseau de médecins spécialisés dans l'avortement illégal. Le réseau est constitué de 5 membres clairement identifiés et dont le cerveau est un jeune apprenant dont nous taisons le nom, inscrit en 5e année, filière gynécologie, à l'Institut supérieur de technologie médicale de Kolondoma Yaoundé. Je me suis intéressé à la vie de ce jeune étudiant qui vit dans un appartement de 200 000. Il a une grosse voiture, il a une ménagère. Alors, lorsque je m'avance plus près dans son intimité, je découvre donc qu'il fait dans les avortements illégaux et le trafic des fœtus. D'ailleurs, il n'est pas le seul médecin qui fait ce genre de pratique. Il y a ses aînés académiques
qui sont dans des hôpitaux publics. Saisi par une dénonciation, le procureur de la République, près le TPI du Fundi, va instruire une enquête en urgence auprès de la brigade de gendarmerie de Mélène, laquelle enquête va conforter les faits dénoncés précédemment. Voyez-vous, vous êtes le chauffeur, entre guillemets, d'un jeune étudiant et qui tout de suite se félicite du fait qu'il a fait avorter par recommandation de ses amis les femmes à 20 000 francs. Avant-hier, il a fait un avortement, ça lui a donné 40 000. Hier, il a fait un autre, ça lui a donné 40 000. C'est un sentiment de frustration. Ce sont des actes tout de même anti-républicains dont nous devons condamner avec dernière énergie. Nos investigations nous conduisent sur la piste de la dernière victime, tout juste âgée de 20 ans et élève au collège de la retraite. Elle a obtenu du procureur un peu de temps pour libérer l'examen baccalauréat pour lequel elle est candidate. Mais la liste des victimes est très longue, selon les aveux faits à la gendarmerie par le cerveau du réseau. Le procureur de la République a tous ces éléments. Lorsque je me rends compte qu'au bout de 5 ans, ce monsieur, ce jeune étudiant, a tué pratiquement 300 enfants, délibérément, volontairement, pour des motifs de cupidité. Je crois que les 20 patientes qui ont perdu de la vie lors de ces malheureuses expériences, la justice leur sera rendue en leur mémoire et en la mémoire de leur famille. Ces médecins d'un autre genre ont rendu célèbre un médicament qu'ils prescrivent pêle-mêle aux jeunes filles, pour la plupart des élèves, dont l'âge varie entre 15 et 20 ans. Et c'est dans la rue que le fameux médicament, dont nous nous gardons de publier le nom, a le vent en poupe, notamment auprès des vendeurs du poteau. Nous échangeons d'ailleurs hors caméra et sous anonymat avec l'un de ces vendeurs. C'est comme la pilule du lendemain. C'est 3 000. Il y a deux qualités. Hein. Il y a l'autre comme ça, on vend à 5 000, l'autre c'est 3 000. C'est comme la pilule du lendemain. Il faut prendre pour 5 000. Ça sort combien? Si tu n'as pas envie de regretter pour dire que ça sort bien, c'est très bon. L'affaire fait grand bruit dans la capitale, non sans inquiéter l'ordre des médecins du Cameroun. Joint au téléphone, son président, le docteur Guy Sanjong, a indiqué que ses équipes vont se saisir de ce dossier afin de mener à leur tour une enquête approfondie, socle sur lequel reposera leur position sur la question, le moment venu. Ancien doyen de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, le professeur Tétanié Ekoué, que nous avons eu au téléphone, est tétanisé par ces mauvaises pratiques. Il faut rappeler que ces pratiques sont absolument antidéontologiques et maintenant elles deviennent criminelles. Le serment d'Hippocrate que prête tout médecin de par le monde interdit ce genre de pratiques. Le début des examens officiels 2020 marque le premier échec du coronavirus. Les candidats au baccalauréat et probatoire technique industriel de la Damawa ont débuté leurs épreuves écrites ce matin. Un déroulement des examens dans le strict respect des mesures barrières. Ici, 464 candidats présents. Même effervescence à Garoua, le personnel administratif est sur le pont pour que rien ne soit laissé au hasard. Dans l'extrême nord, on constate la sérénité règne parmi les candidats du lycée technique de Maroua. Dans cette région du Cameroun, 3159 candidats étaient concernés par les examens. Pour le baccalauréat général série ABI et ceux du DCE Ordinary Level, c'est avec les épreuves de Oral Communication et l'épreuve pratique d'informatique qu'ils ont entamé les examens. Détermination unanime dans le septentrion. Les candidats aux différents examens n'ont qu'un souhait, que les épreuves endurées par la pandémie soient sanctionnées par une réussite. Plus d'un an après sa révolution, le Soudan continue de chasser les fantômes du passé. Déjà condamné à 2 ans de détention en décembre dernier pour corruption, l'ancien président Omar el-Béchir devra à nouveau faire face à la justice ce mardi. Aux côtés de 16 co-accusés, il sera jugé pour le coup d'État de juin 1989 qui lui a permis d'accéder au pouvoir en renversant le gouvernement du Premier ministre Sadek al-Mahdi. Un moment que Moaz Adra attend de longue date. Avec plusieurs autres confrères, cet avocat est à l'origine de cette nouvelle procédure. Ce procès sera un avertissement à toute personne qui essaiera de détruire le système constitutionnel et sera jugé pour ce crime. Cela sauvegardera la démocratie soudanaise. Nous espérons ainsi clore l'ère des putschs au Soudan. Moaz Adra sait pourtant qu'il aura fort à faire. En face, quelques 150 avocats ont été mandatés pour assurer la défense.
Hachem Al-Ghali est l'un d'eux et son argumentaire dénonçant une chasse aux sorcières semble déjà rodé. C'est un procès politique qui va se dérouler dans un environnement hostile de la part du système judiciaire envers les accusés. Et ça, nous pourrons le prouver. Dans ce nouveau procès attendu à Khartoum, Omar El-Béchir encourt la peine capitale. Mais quel que soit le verdict, son périple judiciaire pourrait encore se poursuivre. Soucieuse de se rapprocher de la communauté internationale, en février dernier, les autorités soudanaises ont affiché leur volonté de voir l'ancien président traduit devant la justice internationale pour de possibles crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis au Darfour dans les années 2000. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye ne s'est jamais relevée. Aujourd'hui, le pays est au cœur de toutes les convoitises étrangères. Jalal Archaoui, bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut des Relations Internationales de Klingendel aux Pays-Bas sur les questions libyennes notamment. On va peut-être rappeler rapidement la situation. Depuis 2015, deux autorités s'y disputent le pouvoir. Le gouvernement d'union nationale basé à Tripoli, reconnu par l'ONU et dirigé par Fayez El-Sarraj, et un pouvoir militaire incarné par l'armée nationale libyenne du maréchal Khalifa Haftar dans l'est du pays. Les combats entre les deux camps impliquent notamment milices tribales, djihadistes et mercenaires téléguidés par plusieurs pays étrangers. Question avant d'évoquer les questions stratégiques et diplomatiques. Comment vit un Libyen dans la Libye d'aujourd'hui ? D'abord, dans l'ouest libyen, le grand événement de ces 18 derniers mois, ça a été l'offensive lancée par le maréchal Haftar en avril 2019. Et cette offensive a été écrasée depuis l'intervention turque. C'est-à-dire que le gouvernement de Sarraj a été en mesure de la briser par la force début juin. Et donc depuis début juin, quand je parle aux Libyens de cette partie du pays, c'est-à-dire la Tripolitaine, la grande région de la capitale, eh bien ils sont encore en train d'essayer de récupérer, de retrouver leur vie d'avant avril 2019. Il y a beaucoup de séquelles, il y a beaucoup de mines par exemple, des mines antipersonnelles qui ont été laissées par les mercenaires russes qui sont employés par le maréchal Haftar. Et donc, par exemple, depuis début juin, il y a eu 50 morts, dont la majorité sont des espèces de spécialistes improvisés qui essayent de déminer, mais beaucoup de civils meurent. L'infrastructure est endommagée, certains hôpitaux avaient été détruits dans le cadre de l'offensive et ce sont les hôpitaux dont ils ont besoin justement pour faire face au Covid. Et depuis quelques semaines, ils parlent plus spontanément du Covid parce qu'en mars, il y avait eu le couvre-feu, la quarantaine, le confinement, tout ça a été mis en place en Libye, mais surtout par mimétisme vis-à-vis des autres pays, notamment l'Europe.